Dagne, je représente le cabinet de recrutement DSML Executive Search, qui est basé à Chicago et se spécialise dans le recrutement aux États-Unis pour les filiales d'entreprises européennes et notamment françaises. Donc pour commencer cet atelier, de quoi parle-t-on? Quand on parle contrat expatrié, contrat local, il y a la dimension du type de contrat, bien sûr, et aussi l'origine de l'employé. Donc, quand on parle d'un contrat expatrié, comme on l'a évoqué au dernier atelier, c'est un employé qui est bien envoyé depuis la France vers l'étranger et sous contrat français. Quand on parle de contrat local, il y a deux options. Soit on parle d'un employé également envoyé depuis la France dans une filiale à l'étranger, mais qui va être sous contrat local, donc du pays d'accueil, qui sera soumis aux législations et normes de ce pays. Ou alors on parle d'un employé, qu'il soit français ou étranger, qui est déjà présent sur le territoire de la filiale et qui est recruté localement, là aussi en contrat local, soumis aux législations et normes du pays d'accueil. Alors pourquoi on se pose ces questions? Parce que dans tous les cas, vont se poser évidemment des questions d'ordre juridique, de prévoyance, technique, qui seront évoquées par les intervenants suivants. Mais se posent aussi des questions culturelles, qu'on emploie un Français envoyé de France ou qu'on emploie un Français sur place ou qu'on emploie un étranger sur place, ça va avoir des conséquences, des aspects différents. Et même pour un employé français envoyé de France, la différence entre les deux contrats a évidemment beaucoup de conséquences pratiques pour lui, mais également culturelles. On peut imaginer en effet que quand on est en contrat expatrié, on reste sur un droit français, on reste dans un système français de protection, ce qui a beaucoup d'avantages évidemment, mais qui fait aussi qu'on se confronte moins à l'administration du pays d'accueil, qu'on est moins en lien avec le pays d'accueil pour tout ce qui est vie pratique administrative, et ça peut être aussi sur le long terme plus difficile pour s'intégrer, notamment sur le plan administratif, fiscal, etc. Donc ça peut poser vraiment des questions aussi en termes de durée de contrat. Souvent le contrat d'expatrié est plus adapté à des durées relativement courtes, qui peuvent être, quand je parle de court, ça peut être de 3 ans, mais quand il y a vraiment un retour en France qui est envisagé dans un délai raisonnable, alors qu'un contrat local sera peut-être plus adapté pour une durée indéterminée, longue, où on veut que l'employé français vraiment s'installe durablement dans le pays pour superviser, par exemple, tout le développement d'une filiale à long terme. Donc les premières questions à se poser pour prendre ce genre de décision en tant qu'employeur, évidemment, c'est quel est le contexte de mon recrutement, à quelle phase de développement j'en suis à l'international. Est-ce qu'il s'agit d'une première exploration du marché ou d'une première implantation? Est-ce qu'il s'agit d'une acquisition? Est-ce que même dans le cadre d'une première implantation dans ce pays, je dispose déjà d'une expérience importante à l'étranger avec des filiales dans d'autres pays? Ensuite, évidemment, quel est le type de filiale? Est-ce qu'il s'agit d'un petit bureau commercial uniquement? Est-ce qu'il s'agit d'un site de production? Ce n'aura évidemment pas les mêmes conséquences. Également, quelles sont les ressources dont je dispose sur place? Est-ce qu'il y a déjà plusieurs employés dans la filiale? Est-ce que le management va être local ou entièrement piloté depuis la France? Est-ce que je dispose de services RH sur place ou qu'ils soient employés directement dans ma filiale ou sous-traités? Ou est-ce que toutes les questions de ressources humaines seront gérées depuis la France? Ensuite, il y a évidemment le type de poste. Un poste technique, un poste de management n'aura pas non plus les mêmes enjeux, les mêmes conséquences dans le choix de quel type d'employé de contrat recruter. Enfin, évidemment, la difficulté d'obtention du visa selon le type de poste et le pays. Et puis, bien sûr, les contraintes du pays d'accueil. Donc, pour vous donner quelques exemples de mon expérience personnelle ayant accompagné un expatrié à Chicago
et aussi de mon expérience professionnelle en tant que recruteuse aux États-Unis pour des filiales françaises. Les critères pour choisir l'implantation d'une filiale ne seront pas forcément les mêmes selon qu'on recrute principalement en France ou localement. Il va falloir, si on recrute essentiellement des Français qui soient sous contrat expatrié ou local, il va falloir prendre en compte les questions d'attractivité, d'accessibilité depuis la France, le décalage horaire, le temps de trajet. Ce ne seront pas forcément les mêmes questions pour des employés locaux qui, eux aussi, auront des critères d'accessibilité, bien sûr, d'attractivité, de bassin d'emploi local aussi, avec les compétences qui vont avec, mais qui ne seront évidemment pas les mêmes. Donc, par exemple, pour mon expérience personnelle, l'entreprise de mon mari, que j'ai donc suivie aux États-Unis, avait fait le choix de Chicago pour une première implantation, car c'était à la fois central pour le marché nord-américain, plutôt attractif et accessible pour les Français, avec un décalage horaire à peu près correct pour les États-Unis, un temps de voyage également correct, une qualité de vie qui est possible, plus proche de ce qu'on connaît en Europe que d'autres grandes villes américaines, grâce au transport en commun. Il y a un lycée français, il y a un certain nombre de choses qui comptent pour des employés français, mais pour des Américains aussi, puisque le coût de la vie et les salaires sont plus raisonnables que dans d'autres grandes villes américaines, l'accessibilité au logement également. Il faut faire attention, parfois j'ai vu dans le cadre de mon activité de recrutement, parfois on lance la filiale à New York, à San Francisco, parce que ça va être sur le secteur où on est qui va être le plus intéressant, mais aussi un peu pour se faire plaisir, parce que c'est les grandes villes les plus connues, les plus attractives d'une certaine façon. Et pour le premier expatrié, ça va être ce qui va vraiment motiver. Et puis après, on peut s'en mordre les doigts plus tard quand on commence à recruter localement, quand on se rend compte à quel point les salaires sont hauts, à quel point surtout il y a une compétition pour attirer des candidats avec les grosses entreprises américaines locales, par exemple. Donc tous ces aspects sont bien sûr à prendre en compte, et il ne faut surtout pas négliger les aspects culturels. Avec un expatrié, on peut avoir une très bonne autonomie de travail, du fait de sa connaissance de l'entreprise et de la culture mère, mais avoir plus de difficultés d'adaptation dans le pays d'accueil. Il ne faut pas négliger le risque de choc culturel, les difficultés familiales, parfois même des divorces qui, pendant une expatriation, peuvent précipiter un retour. Et puis, évidemment, on se rend compte depuis un an, la situation sanitaire est un bon exemple de situation délicate à gérer quand on a un employé français à l'étranger, qui a évidemment des liens avec la France qui peuvent parfois précipiter son retour. Il ne faut donc pas non plus négliger le soutien psychologique dont peut avoir besoin un expatrié. Avec un local, ça ne règle pas tout non plus, car il peut y avoir des difficultés de communication, évidemment linguistiques. On peut aussi mal comprendre les attentes de l'employé quand la culture est très différente. Il y a un vrai besoin de support managérial depuis le siège en France, et là encore des différences culturelles. Pour donner un exemple, aux États-Unis, les questions de harcèlement, par exemple, au travail, sont beaucoup plus importantes qu'en France, même si ça change également en France. Et souvent, dans le cadre du développement d'une filiale, il est important, notamment quand on a un mix d'employés expatriés et locaux, d'envisager des formations en priorité pour les employés français qui ne comprennent pas toujours les enjeux de ce type de questions au travail aux États-Unis. Voilà, donc il faut imaginer que pour donner l'exemple des États-Unis, on parle d'un pays immense, avec des cultures différentes au sein même des États-Unis. On parle souvent d'une culture côte Est, une culture côte Ouest. Il y a aussi le Midwest, le Sud, qui ont des conséquences aussi sur les relations avec les employés. Les Américains sont très fiers de leur pays, de leur drapeau, de leur culture. Ils ont tendance à très bien savoir se vendre. Côté français, on peut parfois se laisser séduire très vite par cette capacité des Américains à se vendre, puis tomber dans l'excès inverse et penser qu'ils se survendent tous, ce
qui, dans les relations au travail, n'est pas toujours très positif et est un aspect important dans le cadre d'un recrutement local. C'est aussi une culture business qui est très orientée process, comme ça a souvent été évoqué dans les ateliers de PTC. Donc, il ne faut pas sous-estimer les différences culturelles, là encore, en matière de communication et de management. On ne peut pas lâcher son employé aux États-Unis et faire un petit point de temps en temps. C'est important qu'il y ait un encadrement, qu'il y ait des étapes qu'on puisse discuter ensemble, vérifier ensemble à plusieurs moments. Et également, en termes de communication et de culture dans les relations avec les employés aux États-Unis, c'est une culture qui est quand même très positive, où même l'échec est perçu comme normal, voire souhaitable, voire positif pour apprendre, pour se développer. Donc aux États-Unis, quand on critique, on commence par féliciter pour le positif. Et les difficultés ou les échecs sont abordés de façon constructive, on se soutient, on est positif. Ce n'est pas toujours la culture en France, donc ça peut créer des conflits. Également entre aussi expatriés et employés locaux, donc c'est des éléments à prendre en compte. Et c'est un pays où le succès se définit beaucoup par l'argent, donc il faut faire attention également de bien rémunérer et de récompenser la réussite commerciale. Là encore, la culture étant un peu différente en France, ça peut créer des conflits ou des difficultés de communication, que ce soit avec le siège ou avec des employés français sur place. Et enfin, dans le cadre du recrutement, il y a beaucoup c'est un marché du candidat aux États-Unis. Donc souvent, on dit qu'ils font leur shopping quand ils cherchent un job, et ils recherchent plus une entreprise, une culture d'entreprise qu'une définition de poste lambda. Il ne faut pas juste penser qu'un très bon produit ou une très bonne technologie suffiront à attirer le talent dont on a besoin dans sa filiale. Il faut aussi penser à sa marque employeur, à sa vision, et la mettre en avant pour attirer des candidats américains. Voilà, il faut aussi bien penser aux attentes en termes d'équilibre travail et vie personnelle, qui peuvent être différentes en France et aux États-Unis, même si sur certains plans, elles ont tendance à converger, notamment avec l'arrivée du Covid et le fait qu'on travaille beaucoup plus de la maison avec des outils technologiques de type visioconférence en France qu'il y a encore un an, alors qu'aux États-Unis, c'est développé depuis plus longtemps. Mais il faut aussi éviter les préjugés sur le rythme de travail des Américains qui ont peu de vacances, qui travaillent beaucoup, mais en fait qui ont un besoin d'équilibre vie personnelle et vie professionnelle assez important, qui vont s'impliquer dans des activités hors du travail, qui vont faire du sport, qui vont avoir un certain nombre de besoins comme ça. Et de même, ce sont des aspects qui sont importants à prévoir quand on envoie un expatrié, pour qu'il ait aussi des occasions de s'intégrer, de participer à des actions locales, de faire des rencontres, de développer des activités qui ne sont pas liées qu'au travail, afin de mieux vivre son expatriation. Donc voilà un petit peu un tableau très général de ce dont on parle. De l'expérience de DSML ayant travaillé avec beaucoup d'entreprises françaises ayant recruté aux États-Unis, les meilleures pratiques que nous avons pour l'instant identifiées, et évidemment de mixer du talent local avec quelques expatriés, et notamment d'expatrier un des dirigeants pour au moins les premières années de la filiale. C'est en général une bonne garantie de succès. Et évidemment, bien définir ses besoins en recrutement selon son stade de développement. Imaginer la suite également. On n'est pas dans la même démarche quand on recrute un premier salarié, quand on veut faire un petit bureau de 2-3 personnes et que c'est ça l'objectif, ou quand on envisage d'avoir une entreprise avec une centaine de salariés ou plus. Dans les quelques années qui viennent, il faudra prendre en compte tous ces éléments. Et donc enfin, bien sûr, prendre en compte les différences culturelles dans tous les sens, parce que ça va être assez vital au final. Ce que nous, on recommande évidemment, c'est de bénéficier de l'expérience des autres, c'était l'objet d'un atelier comme celui-ci, d'échanger avec d'autres entrepreneurs,
qui ont eu cette expérience, et notamment dans le pays que vous visez. Écouter des professionnels qui connaissent bien les deux cultures, et puis travailler avec des spécialistes, notamment avocats, fiscalistes, etc., est très fortement recommandé pour tous les aspects techniques de ces contrats. Voilà. Merci. Merci Aurélia. Et ben justement, on a nos spécialistes qui vont intervenir. Je te remercie beaucoup Aurélia pour cette intervention. Effectivement, prendre en compte les différences culturelles, donc clés, bien définir ces étapes de recrutement, penser à l'avenir. Mixer le talent local et les expatriés, donc tout un tas de bonnes pratiques à prendre en compte lors de vos étapes de recrutement. Donc Aurélia Chaudagne, chargée de recrutement, c'est ça ton titre? Alors, ça a un peu changé aujourd'hui, maintenant que je suis plutôt basée en France. Donc maintenant, je suis plus consultante pour le développement et le recrutement pour DSML. Super. Pour DSML Executive Search, qui est donc un cabinet de recrutement basé à Chicago et membre du WTC. Je vais passer la parole donc à nos amis du cabinet Fidal. Donc Manuela Fauvel, je crois que tu démarres. D'accord. Donc tu démarres. Donc je vais partager mon écran avec la présentation. Hop. Donc, où est-ce qu'elle est? La voici. On remonte. Oui, alors bonjour à tous, Manuela Fauvel du cabinet Fidal direction Bretagne. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel atelier qui est dédié aux différences entre le contrat d'expatriation et le contrat local, comme a pu vous expliquer Aurélia en introduction. Pour ce qui me concerne, je vais m'attacher à vous expliquer un petit peu les différences juridiques et les implications légales du choix entre un contrat local et un contrat d'expatriation. Et puis Mathieu, notre avocat fiscaliste, vous parlera des aspects fiscaux du choix entre un contrat local ou un contrat de détachement. Voilà. Alors, en ce qui concerne les aspects de droit du travail, on parle d'aspects sociaux, mais je pense que Gaëlle et peut-être Fabienne vous expliqueront les impacts en matière de protection et d'assurance que peut avoir le choix entre un contrat local et un contrat d'expatriation. Donc moi, je vais m'attacher plus à vous expliquer quelles sont les principales différences d'un point de vue juridique et quelles sont les principales implications d'un point de vue juridique du choix entre un contrat local et un contrat d'expatriation. Alors, on va commencer déjà par expliquer ce qu'est la notion de contrat d'expatriation dans un contexte international, étant précisé que le contrat d'expatriation, ça n'a pas de notion légale, il n'y a pas de définition légale en droit du travail notamment. On entend par contrat d'expatriation un contrat par lequel on va solliciter un salarié pour aller travailler à l'étranger. Donc, on n'a pas de notion légale. On définit le contrat d'expatriation par opposition au contrat local, comme vous avez expliqué Aurélia. Le contrat local étant le contrat applicable en droit du travail et en droit général dans le pays dans lequel va s'exécuter la prestation. Alors que le contrat d'expatriation, c'est un aménagement des dispositions contractuelles qui vont permettre d'une manière ou d'une autre, de manière plus ou moins importante, le maintien du lien entre le droit français, ce qui nous concerne, et l'exécution de la prestation de travail dans un pays étranger. Alors, si tu peux passer à la slide suivante, Nicolas. Alors, ce qu'il faut pour pouvoir orienter le choix en opportunité entre un contrat local et un contrat d'expatriation, il faut se poser un certain nombre de questions et puis identifier les enjeux juridiques qu'impliquent ces deux notions.
Le contrat d'expatriation, par définition, c'est un contrat où on va maintenir un niveau d'interconnexion avec le droit du travail français, et notamment en appliquant à la relation de travail des dispositions de la loi française. Alors que le contrat local, en définitive, c'est un contrat qui va lier un employeur et son salarié en vertu du droit applicable là où s'exécute la prestation de travail. Le contrat d'expatriation, donc on peut prévoir l'application de la loi française ou l'application de la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, ou alors on peut aussi prévoir qu'une partie des relations contractuelles vont être gérées par la loi française et une autre partie par la loi d'exécution du lieu d'exécution du contrat de travail. Par exemple, on peut décider que pendant l'exécution du contrat de travail, le contrat va être régi par les dispositions de la loi locale. Alors que à la sortie du contrat de travail, donc à la fin de la mission ou quand on envisage la rupture du contrat de travail, eh bien là, on pourra décider que la loi française va retrouver à s'appliquer. Et ce choix-là, il est complètement fondamental parce que ça va orienter la manière dont on va pouvoir gérer la relation de travail à distance. Alors, une fois qu'on a déterminé la loi applicable à la relation de travail, il faut aussi voir ce que ça implique, le choix entre un contrat dit d'expatriation et un contrat local sur l'exercice du lien de subordination. C'est la slide suivante, Nicolas, si tu veux. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est dans un contrat dit d'expatriation, on a un maintien plus ou moins fort du lien de subordination avec l'employeur français. Alors que dans le contrat local, en définitive, on fait une embauche directe via une entreprise qui est installée dans le pays d'accueil, et donc le lien de subordination va être exclusivement exercé par la société qui va embaucher le salarié et donc la société de droit local. Enfin, une des principales caractéristiques qui va permettre aussi d'orienter le choix entre le contrat local et le contrat d'expatriation, c'est la manière dont on envisage de structurer la rémunération. Quand on est sur un contrat d'expatriation, en règle générale, la référence de départ, c'est le niveau de rémunération qui est octroyé pour ce type d'emploi en France. Et ensuite, on va venir y ajouter des éléments de rémunération supplémentaires en lien direct et exclusif avec la mission à exécuter à l'étranger. Donc, ça peut générer une prime dite d'expatriation, ou alors une élévation du montant de base de la rémunération pour la faire coïncider avec les canons qui sont applicables dans le pays d'accueil en termes de niveau de rémunération. Et puis ensuite, on peut aussi y ajouter un certain nombre d'avantages très spécifiques liés, par exemple, à la prise en charge du surcoût de la vie dans le pays d'accueil. Alors que le contrat local, par définition, on a la possibilité d'appliquer les niveaux de rémunération dits usuels dans le pays d'exécution. Donc, on va prendre les grilles de fixation de rémunération applicables dans le pays où va s'exécuter la prestation et on va caler le niveau de rémunération de notre nouveau recruté à ces grilles. Alors évidemment, on peut aussi, quand il s'agit d'un contrat local, à conclure avec un salarié qui n'est pas ressortissant national du pays où il va exécuter sa prestation de travail, envisager l'octroi d'avantages supplémentaires. On parlera là, dans ces cas-là, d'un contrat local plus, parce qu'en plus du niveau de rémunération appliqué conformément à la pratique du pays d'accueil, on va y intégrer un certain nombre d'avantages qu'on va appeler avantages en nature pour prendre en charge ou les frais d'installation ou les frais de scolarité de la famille accompagnante de notre salarié.
Et puis, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, va se poser aussi la question de la conséquence du choix entre un contrat d'expatriation ou un contrat local sur la manière dont on va gérer la fin de la relation contractuelle. Donc là, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quelle que soit la typologie de contrat que vous allez retenir, soit un contrat local, soit un contrat d'expatriation, les conséquences peuvent être les mêmes en termes d'obligations en lien avec la gestion de la relation, de la fin de la relation contractuelle. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si existait une relation antérieure au contrat qui va être conclu pour l'exécution d'une mission à l'étranger avec une société française, alors la société française va avoir une obligation de rapatriement et de réintégration de son salarié dans un emploi ou dans une fonction qui était similaire à celle que le salarié a occupée préalablement à l'exécution de son emploi dans le pays d'accueil. Donc, il faut être très vigilant. Le choix de la typologie du contrat, que ce soit un contrat d'expatriation ou un contrat local pour l'exécution d'une mission, n'aura pas forcément d'impact sur la manière dont vous allez devoir gérer la fin de la relation contractuelle. Et puis, du coup, quand on a dit tout ça, on peut essayer de trouver un chaînage qui va vous permettre d'identifier la situation la plus adaptée entre le contrat local et le contrat d'expatriation en fonction de, la typologie qui est l'employeur. Si l'employeur est une société et la société d'accueil à l'étranger, ça, c'est un premier élément de réflexion qui va pouvoir vous orienter sur votre choix. Ensuite, vous allez aussi regarder quel est le profil du salarié. Si par exemple, comme Aurélia vous l'a dit, le salarié est déjà installé dans le pays d'exécution du contrat de travail et que l'employeur sera la société d'accueil à l'étranger, alors un contrat local est envisageable. En revanche, si l'employeur va demeurer la société française, c'est la slide suivante, en termes de profil de salarié, le salarié que vous allez recruter est un salarié que vous recrutez avec pour objectif d'aller s'installer dans le pays d'exécution du contrat de travail en partant de France ou en arrivant d'un autre pays que le contrat dans lequel il va exécuter sa prestation de travail, alors là, il est possible que le contrat d'expatriation soit plus approprié parce qu'il va être ressenti comme étant plus sécurisant pour le profil du candidat que vous avez identifié pour la mission. Et ensuite, vous pouvez décliner ce chaînage à l'envie en fonction de qui est l'employeur et quel est le profil du salarié. L'important étant de se poser toutes les questions fondamentales qu'on a pu décliner sur les 4 points précédents pour identifier ce qui est le plus approprié à la situation qui est votre situation et qui n'est pas forcément la situation qui est duplicable par n'importe quelle autre entreprise. Voilà ce que je voulais dire sur les aspects sociaux. Et si Mathieu, tu veux prendre la main. Oui, merci Manuela. Alors sur les aspects fiscaux, donc on va se focaliser essentiellement sur le traitement du salarié qui va aller travailler à l'étranger. Et là, j'ai presque envie de dire qu'il conviendrait d'oublier ce que vient de dire Manuela, puisque sur le plan fiscal, les notions qui vont être prises en compte vont être la notion de résidence fiscale et de lieu d'exécution de la prestation de travail. Alors, effectivement, la première question, c'est la résidence fiscale. Est-ce qu'on maintient ou pas la résidence fiscale en France? Est-ce que le salarié, à l'occasion de l'exécution de sa prestation de travail, va transférer son domicile fiscal hors de France? Alors, la définition de la résidence fiscale est donnée par le droit interne de chaque pays. Donc, ça va être la définition donnée par le CGI en France, mais également par les textes équivalents dans le pays d'accueil. Et évidemment, on peut avoir des définitions différentes et des situations de double résidence et donc potentiellement de double imposition. Donc, dans ces cas-là,
on va faire appel à une convention fiscale, puisque la France a signé quelques 150 conventions fiscales avec de nombreux pays dans le monde. On a le réseau de conventions le plus étendu, donc qui vont permettre, ces conventions, de traiter les cas de potentielle double imposition. Alors, quel est l'impact de la résidence fiscale? Ça va être notamment des impacts en matière déclarative, puisqu'à partir du moment où on va changer de résidence fiscale, on va quitter la France et transférer son domicile fiscal dans un autre pays, on peut avoir des obligations déclaratives à la sortie. Alors aujourd'hui, on n'a plus de quitus fiscal, mais on peut avoir des dispositifs spécifiques comme celui de l'exit tax qui vise à imposer les plus-values latentes sur certaines participations importantes. Et si on ne satisfait pas ces obligations, on peut ne pas bénéficier de régime de sursis d'imposition, donc on est imposé tout de suite. Donc effectivement, ça peut être très embêtant. Ce changement de résidence fiscale va aussi entraîner des obligations dans le pays d'arrivée, dans le pays d'accueil ou dans lequel on va transférer sa résidence. Notamment aux États-Unis, par exemple, on peut être obligé de déclarer certaines participations dans des sociétés françaises. Ensuite, lorsque dans le pays de départ, ce n'est pas parce qu'on a transféré sa résidence fiscale dans le second État que l'on ne conserve pas des obligations déclaratives dans le premier État, et notamment pour déclarer des revenus qui resteraient imposables dans l'État de départ. Donc, on va prendre la France, évidemment, dans le déroulé de notre exposé. Par exemple, si on conserve des revenus fonciers, on met en location un bien immobilier, les revenus fonciers resteront imposables en France, même si on est résident fiscal des États-Unis, d'Allemagne ou encore autre pays. Enfin, en cas de retour en France, on peut par exemple conserver des comptes bancaires ou avoir souscrit des contrats d'assurance vie à l'étranger. Et dans ces cas-là, on est tenu de déclarer ces contrats de manière spécifique, sinon on a des amendes qui peuvent être très importantes. Enfin, la résidence fiscale peut déterminer l'application de certains régimes de faveur, alors que ce soit en faveur des impatriés, mais aussi en faveur des expatriés, notamment l'article 81A qui prévoit une exonération, dont on va parler un petit peu plus loin. En ce qui concerne le champ territorial de l'impôt, juste un petit rappel, c'est qu'en France, quand on est résident fiscal de France, on est imposé sur l'ensemble de ses revenus mondiaux, donc de sources françaises ou étrangères, même s'ils ne sont pas rapatriés, alors que si l'on est résident fiscal à l'étranger, on est imposable que sur ses revenus de sources étrangères. Alors, la définition fiscale, elle est donc, comme je l'indiquais, définie par le Code général des impôts. Donc, on a 3 critères qui sont alternatifs. Donc, ça veut dire que si l'on répond à l'un seulement de ces critères, on est considéré, au regard du droit français, comme étant résident fiscal en France. Donc, c'est très attractif, comme dans le sens attraction au sens fiscal pour la base fiscale en France. La nationalité n'est pas un critère. Alors, ça peut d'ailleurs jouer en faveur des étrangers, puisqu'ils peuvent bénéficier des mesures de faveur, comme le quotient familial, par exemple. Alors, ces 3 critères, donc c'est le foyer en France. Alors là, le foyer, j'insiste sur la définition, puisque c'est le lieu où le contribuable habite normalement et où il a le centre de ses intérêts familiaux. C'est vraiment plus un critère familial. Le lieu de séjour principal n'est un critère qui n'intervient qu'à titre subsidiaire lorsqu'il n'y a pas de foyer en France, et ce n'est pas la règle des 183 jours. On va dire que c'est l'État où on passe le plus de temps, mais indépendamment de ce plafond de 183 jours. Et l'activité professionnelle, donc qui est le deuxième critère, donc elle doit être exercée à titre principal en France pour que la personne ait sa résidence fiscale en France. Et lorsqu'on a plusieurs professions, on garde le pays où il y a le plus de temps effectif passé, ou la profession qui procure la plus grande part des revenus mondiaux. Et le dernier critère, c'est le centre des intérêts économiques en France, alors qui est très large, puisque c'est le siège des affaires, le lieu où le contribuable administre ses biens, etc. Alors, ensuite, on va avoir, comme je le disais, le droit du pays d'implantation, avec ses propres critères, qui sont rarement identiques au droit français. Un potentiel conflit de résidence fiscale avec des situations de double imposition. Et on va appliquer alors, dans ce cas-là, la convention bilatérale, dont le modèle OCDE, qui est communément appliqué, mais qui n'est pas repris par toutes les conventions quand même, prévoit 4 critères essentiellement. Donc le foyer d'habitation permanent, donc qui est là, c'est plus le logement dont la personne dispose de façon durable, donc on voit que ce n'est pas un critère familial.
Le centre des intérêts vitaux, qui prend à la fois les critères familiaux, personnels et économiques. Donc, c'est les liens les plus étroits, économiques et personnels. Les relations sociales, ça peut être toutes les activités sportives, politiques, etc. Ensuite, on a le lieu de séjour habituel. Et enfin, la nationalité. Donc, on voit qu'à travers tous ces exemples, le critère de 183 jours que les gens ont communément en tête n'est en fait pas un critère pour apprécier la résidence fiscale ou de manière très marginale. Et le dernier point, c'est que les modalités de détermination de la résidence fiscale prévues par les conventions s'imposent au droit français. Donc, quand on a un conflit de résidence et qu'on peut déterminer la résidence sur la base de la convention, ce sont les critères de la convention qui s'imposent. Alors, ensuite, en ce qui concerne les salariés, donc ça va être le slide suivant, Nicolas, merci. La prestation, enfin le principe en tout cas, c'est que le salarié est imposé dans l'État où s'exerce l'activité professionnelle. Alors ça, c'est notamment le principe posé par la convention modèle OCDE. Et ça veut dire qu'il est imposé là où il est physiquement présent pour réaliser sa prestation. Alors aujourd'hui, avec le Covid, ça peut notamment poser pas mal de problèmes. Sachant que l'OCDE a dit que les États devraient être indulgents sur l'appréciation pour ne pas que la résidence fiscale soit modifiée du fait de la crise, mais et implique des agréments fiscaux pour les contribuables, mais on est dans des situations un petit peu floues aujourd'hui. En cas d'exercice dans deux États, on a une répartition, je dirais, pro rata du droit d'imposer. Et la convention modèle OCDE prévoit une exception qui est que le contribuable reste imposé dans l'État où il a conservé sa résidence fiscale, donc même s'il travaille dans un autre État, lorsqu'il passe moins de 183 jours dans l'autre État et qu'il reste payé par une entreprise française et que sa rémunération n'est pas refacturée à un établissement stable de cette entreprise dans l'autre pays. Alors, évidemment, la clause, donc c'est ce qu'on appelle la clause de mission temporaire, est rédigée de telle façon qu'en fait, on prend toutes les périodes, une ou plusieurs périodes de 183 jours pendant une durée de 12 mois, qui commencent ou se terminent pendant l'année fiscale considérée, ce qui vise à éviter les cas de fraude où on dirait, regardez, sur l'année civile, mon salarié a passé moins de 183 jours, donc il reste imposé dans l'état de sa résidence fiscale, sauf qu'en fait, quand on met bout à bout toutes les périodes de détachement ou d'expatriation à l'étranger, en fait, il doit être imposé dans l'autre pays. Évidemment, ça pose aussi un problème de pratique de décompte des jours, avec des contentieux potentiels. Alors, ensuite, on a fait un petit focus sur un régime spécifique qui peut s'appliquer aux salariés donc, qui restent résidents français, mais qui travaillent beaucoup, voire la plupart du temps à l'étranger. Alors nous, on en a notamment beaucoup en Bretagne ici qui vont travailler dans l'offshoring. Donc ce sont des gens qui ont leur maison, leur famille, leur centre d'activité en France, mais qui vont pour des missions de 1 mois ou un peu plus à l'étranger et ils reviennent passer 3 semaines, 4 semaines en France. Donc c'est le régime de l'article 81A qui prévoit une exonération totale ou une exonération partielle. Alors, l'exonération totale s'applique notamment lorsque la rémunération perçue par le salarié est soumise à l'étranger à un impôt sur le revenu au moins égal aux 2/3 de celui supporté en France. Mais il est aussi applicable lorsque l'activité est exercée par le contribuable français plus de 183 jours à l'étranger. Alors ça vise certains secteurs d'activité uniquement, donc ce sont les chantiers de construction, pour faire simple, et les activités de recherche et d'extraction de ressources naturelles, et la navigation aussi sur certains navires. Et enfin, il y a les activités de prospection commerciale à l'étranger, lorsqu'elles durent plus de 120 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs. Alors ensuite, ce texte prévoit aussi une exonération partielle lorsque les 3 exonérations totales que je viens d'évoquer ne sont pas applicables. Et là, on exonère le supplément de rémunération lié à l'activité à l'étranger, sous certaines conditions. Donc, il faut notamment partir dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur. Il faut que le montant de la prime soit déterminé préalablement au séjour hors de France et que la durée effective du séjour d'au moins 24 heures
hors de France. Et dans ces cas-là, on peut avoir donc on va dire une prime dont le montant exonéré ne peut excéder 40% de la rémunération du salarié. Alors, globalement, c'est vrai que ces situations d'envoi de salariés à l'étranger peuvent entraîner des différences de taxation selon le pays où on va, selon le système fiscal du pays d'accueil. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet pour les salariés qui n'ont pas envie, évidemment, de partir à l'étranger pour payer plus d'impôts et donc potentiellement gagner moins d'argent. Donc, ce qui peut être notamment fait, donc c'est le mécanisme, l'application du mécanisme de tax equalization, qui permet de ne pas faire supporter aux salariés une charge sociale d'ailleurs et fiscale supérieure, alors ça peut même jouer dans l'autre sens, ou inférieure à celle supportée avant le départ. Évidemment, quand c'est une charge supérieure, il y a une négociation avec l'employeur afin que ce soit lui qui prenne en charge le surcoût. Et c'est vrai qu'on voit notamment, c'est un cas qui se rencontre notamment, alors soit quand on va vers des pays qui sont assez similaires à la France, mais qui ont une fiscalité personnelle plus importante. Alors on peut notamment penser à certains pays nordiques, mais beaucoup plus près de chez nous, la Belgique. Et c'est aussi un mécanisme qui peut s'appliquer quand on va, par exemple, vers des pays comme le Maroc. Parce que le barème est assez similaire au barème français, sauf qu'il faut diviser les tranches par 11 pour passer d'euros en dirhams, et que donc la progressivité de l'impôt s'applique beaucoup plus vite. Donc un cadre français qui serait bien payé pourrait être à plus de 40% sur une grande partie de 40% d'impôt sur une grande partie de sa rémunération. Donc, il va falloir négocier ça ça va faire partie de la négo au moment de l'envoi du salarié à l'étranger. Alors, les éléments pris en compte dans ce calcul, ça va être les éléments de salaire, évidemment, retenus avec les primes éventuellement, etc. La situation familiale et puis les charges dont peut bénéficier le salarié sur le calcul de son impôt français pour comparer. Et en revanche, évidemment, on ne retient pas le revenu du conjoint, les revenus patrimoniaux dont bénéficie déjà le salarié par ailleurs. Donc, on va faire un calcul d'impôt théorique en France, et tout ce qui dépasse sera pris en charge par l'employeur. Alors, il faut faire attention parce que toutes les prises en charge, Manuela en a déjà parlé, toutes les prises en charge d'impôts comme ça, ou les qui en fait sont un avantage octroyé aux salariés, c'est un avantage en nature imposable, donc soumis à cotisation et à impôt. Et donc, ce surcoût lui-même peut être pris en charge par l'employeur. C'est le mécanisme du gros SOP, sachant que ce n'est pas autorisé dans toutes les législations. Donc, c'est un point sur lequel il faut faire attention. Donc, le dernier, l'autre axe d'optimisation fiscale dont vous avez parlé, c'est le salary split payroll ou salary split, qui est un système en fait de fractionnement de la rémunération. Donc là, en fait, on va appliquer les conventions fiscales. On va dire, monsieur X ou madame Y travaille un tiers de son temps en France et 2 tiers de son temps aux États-Unis. Et donc, on va répartir la base d'imposition entre les deux pays, ce qui permettra déjà de ne pas payer trop d'impôts en France, et qui peut aussi, c'est un des gros avantages, permettre d'écrêter un petit peu la progressivité des barèmes progressifs de l'impôt sur le revenu, et donc de ne pas être taxé dans chaque pays, ou dans l'un des deux pays en tout cas, dans les tranches les plus élevées. Donc ça, c'est quelque chose qui se faisait pas mal, qui se fait toujours d'ailleurs. Et alors évidemment, il faut quand même pouvoir attester, parce que ça s'est fait dans des conditions un petit peu agressives, on va dire, mais c'est vrai qu'il faut quand même qu'il y ait une présence physique du salarié dans chacun des États concernés, et un contrat ou des contrats de travail qui prévoient strictement cette situation. Et enfin, alors je voulais faire un dernier petit point. J'en ai pas parlé là, on s'est focalisé sur le salarié, mais c'est vrai que l'envoi d'un salarié par une entreprise à l'étranger peut avoir des conséquences pour l'entreprise elle-même, puisque selon les modalités selon lesquelles le salarié va travailler à l'étranger, il peut être considéré comme un agent de la société à l'étranger.
et quand elle n'a pas encore déjà une filiale, par exemple, et être considérée comme un établissement stable. Et dans ces cas-là, la société peut elle-même se retrouver imposable dans l'état d'accueil. Mais c'est une autre question un peu plus vaste, mais c'est un point sur lequel il faut vraiment faire attention. Voilà, je vous remercie. Merci Mathieu, merci Manuela. Donc, dernier slide avec les coordonnées de Manuela et de Mathieu, ainsi que de leurs collègues. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, un casse-tête, hein, après ce que j'ai compris. Je pense que Lionel et Alban pourront nous faire part de leur expérience sur, sur leur déclaration d'impôt. J'imagine, Mathieu, que l'employeur prend en charge une partie ou mettons, enfin, si je prends un exemple d'un salarié qui se retrouve à l'étranger et qui doit donc déclarer ses impôts, j'imagine que l'entreprise est présente pour l'accompagner dans ses déclarations. Alors tout à fait, ouais. En général, il y a alors évidemment, ça va dépendre de la taille de l'entreprise et je dirais de l'habitude qu'elle a de travailler à l'international, mais c'est vrai que dans les groupes un petit peu importants, effectivement, il y a toujours un avocat en local qui est missionné pour aider le salarié à remplir ses obligations fiscales. C'est vrai que je l'ai connu, moi, notamment sur les États-Unis, où c'est vrai que Aurélien ne me contrôlera peut-être pas, mais les règles sont assez strictes et elles sont assez nombreuses, c'est assez compliqué. Et en plus, elles peuvent se décliner suivant les États, puisqu'ils ont une fiscalité propre en partie, il y a une fiscalité propre dans chaque État. Et c'est un vrai casse-tête. Et en plus, il peut y avoir des notions comme le démembrement de propriété sur des titres, et donc avec les revenus qui sont de source française afférents à ces biens démembrés. Et c'est des notions qui ne sont pas forcément connues là aux États-Unis en l'occurrence, et c'est un vrai casse-tête pour remplir une déclaration de revenus aux États-Unis. Donc oui, en général, il y a un accompagnement qui est prévu par l'employeur. Alors c'est vrai que dans le package prévu par l'employeur, bon, il y a évidemment il peut y avoir des primes, mais bon, Manuel en a parlé, c'est plein de choses, et ça peut rentrer dans ce package, oui, l'accompagnement local. Merci Mathieu. On va passer donc à la troisième partie, donc les aspects plutôt assurance. Je n'arrive pas à joindre Fabienne de mon côté, donc je ne sais pas si elle a des soucis de connexion. On va commencer de toute façon avec Gaël, donc de Géodesk, groupe BPCE. Gaël, je vais te laisser te présenter et puis si tu pouvais nous éclairer un peu plus sur tous ces aspects, donc assurance. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que ma connexion va bien fonctionner parce que j'ai pas mal de soucis depuis ce matin, mais tant que ça fonctionne, on va pouvoir avancer. Donc, Gaëlle Baldeladan, cabinet Géodesk, nous faisons du courtage d'assurance un peu particulier puisque spécialisé à l'international, c'est notre seul métier. Et nous accompagnons justement des entreprises qui envoient du personnel à l'étranger ou des expatriés qui sont durablement à l'étranger. Et cette question entre quel contrat choisir, contrat local ou contrat d'expatriation, c'est vrai que c'est une problématique qui revient très souvent. Alors l'assurance, ça ne va pas être le facteur de choix, bien sûr, entre l'un ou l'autre, mais ça fait partie de tous les éléments que l'entreprise doit prendre en considération pour faire ce choix. On l'a vu tant au niveau interculturel qu'au niveau légal. Il y a des aspects qui sont importants, les aspects assurantiels le sont également. Alors, il y a différentes considérations. Le présentateur précédent a insisté effectivement sur les impacts pour l'entreprise et pour le salarié au niveau fiscal, sachant que c'est souvent l'entreprise qui va prendre en charge le poids au niveau fiscal, par exemple. De la même manière, ça peut être l'entreprise, et c'est souvent le cas, qui va prendre en
charge le volet strictement assurantiel. Alors, il y a un réflexe assez premier et assez facile qui est de dire, voilà, moi, si j'envoie un salarié français à l'international en expatriation, je vais lui donner une rémunération complémentaire et puis il va faire son affaire personnelle des questions d'assurance. Ça, on voyait ça beaucoup il y a quelques années. On le voit de moins en moins et de plus en plus, ce sont les entreprises qui s'occupent de mettre en place ces politiques d'expatriation et qui prennent en charge les assurances qui vont avec. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'était aussi de dire, ben, finalement, moi, si j'envoie un expatrié, donc un Français à l'étranger, ça va me coûter beaucoup plus cher parce que les assurances à l'international sont chères. C'est assez vrai, mais vous le verrez, je nuancerai un petit peu le propos. On peut perdre en prime ce qu'on gagne en complexité quand on fait uniquement du local. Donc ça, c'est un autre aspect dont il faut tenir compte. L'autre volet également, c'est que quand vous envoyez personnes en expatriation, il y a un point important, c'est est-ce que cette expatriation est de courte, de moyenne durée ou de très longue durée. Ça va peser également dans le choix. Évidemment, si vous prévoyez notamment, tout à l'heure a été évoquée la situation du chef d'entreprise qui part un petit peu en première ligne pour installer son entreprise à l'étranger. Dans ce cas de figure-là, qu'on rencontre assez régulièrement, le chef d'entreprise prévoit de s'expatrier souvent pour entre 2, 5, 6 ans, et puis de revenir ensuite en France. Il est évident que dans un cas comme ça, ce qui n'est pas toujours vrai, hein, mais c'est des configurations qu'on rencontre, à ce moment-là, la question du retour en France se pose et il est important également au niveau assurantiel de le prendre en considération parce qu'on ne choisira pas le même statut. Hein. Si on part entre 1 et 3 ans, on peut choisir un statut de détaché, par exemple. Si on part beaucoup plus longtemps, on va plutôt partir sur une expatriation de longue durée. Et au niveau assurantiel, puisque typiquement, si on prend sur les volets assurantiels, on va ce qui remplace la mutuelle santé, la sécurité sociale, par exemple, la prévoyance. Et puis après, il y a les aspects retraite. Si on prévoit de ne pas partir très longtemps, on va garder un lien avec la France, avec le système dont on a l'habitude, la sécurité sociale, la caisse des Français de l'étranger, et on va partir sur des assurances qu'on va appeler en complément de la CFE, par exemple. Alors que si on a dans l'optique d'avoir une expatriation de longue durée et pas nécessairement de rentrer en France, à ce moment-là, on peut partir directement sur des assurances santé à l'international qu'on appelle des assurances santé au premier euro, par exemple. C'est un aspect qui est important parce que là, on est vraiment dans la problématique de savoir est-ce qu'on a une vision sur un possible retour en France et quand est-ce que va être ce retour ou pas. Hein, donc ça, c'est important. En termes de coûts, contrairement aux idées reçues, alors en France, on est un petit peu mal habitué parce que pour nous, la santé n'est pas chère, parce que voilà, c'est un petit peu transparent avec la sécurité sociale, etc. En réalité, la santé, ça a un coût qui peut être conséquent et qui est conséquent. Donc, évidemment, pour l'entreprise, c'est souvent un choc de voir le coût de ces assurances santé au premier euro pour ses salariés. Mais si on fait souvent le calcul entre le coût sécurité sociale et d'une mutuelle, ou le coût caisse des Français de l'étranger et une complémentaire, bon an, mal an, on n'est pas si loin. Hein. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Après, autre aspect important, bien sûr, c'est le nombre de personnes qu'on va pouvoir mettre, entre guillemets, sur ces contrats. Est-ce qu'on parle de contrat groupe si on envoie plusieurs salariés à l'étranger, ou un seul, ou un contrat individuel. Hein, là, l'effet de groupe a son importance, c'est quand on est sur des contrats de groupe au niveau du volume de primes
on peut avoir des coûts qui sont moins chers. Et puis évidemment des pays, on l'évoquait tout à l'heure, hein, les États-Unis en matière de santé, comme la Nouvelle-Zélande, comme le Japon, comme l'Australie, ce sont des territorialités sur lesquelles le poids des contrats et de la santé des expatriés est important. Mais c'est valable aussi pour les locaux. Hein. Donc vous voyez, là c'est un aspect qui rentrera plus ou moins en considération. Évidemment, si on parle d'autres territorialités, notamment des territorialités comme l'Afrique, par exemple, le poids de la santé va être moins important. Et à ce moment-là, l'entreprise peut compenser avec d'autres avantages, par exemple, qui peuvent être mis en place. À côté de la santé, il y a aussi tout l'aspect prévoyance, individuel accident et contrat de prévoyance qui peuvent être mis en place, dont Fabienne aurait ou pourra parler une prochaine fois, par exemple. Et puis, un autre point qui est important, c'est la retraite. Je pense que les témoignages tout à l'heure peut-être mettront l'accent dessus. C'est une question qui revient assez régulièrement parce que souvent, pour les personnes qui partent en expatriation, comme pour les entreprises d'ailleurs, l'assurance n'est pas une priorité et la retraite ne l'est pas non plus. Et souvent, on se rend compte de ces problématiques, qu'elles soient assurantielles, en santé et en prévoyance ou de retraite, qu'une fois sur place, ou plus difficilement quand on revient en France, où là on peut s'apercevoir qu'on n'a pas mis en place les mesures nécessaires ou qu'on n'a pas pris en compte tous les différents aspects de la situation au niveau patrimonial, cotisation, etc. Donc ça, ce sont des aspects qui sont importants de prendre en considération. Hein. On l'évoquait tout à l'heure, la première idée reçue, c'était de dire, voilà, les expatriés, ça va me coûter plus cher. Donc, je vais privilégier le local et ça me coûtera moins cher. C'est pas toujours vrai, ça c'est le propos que je voulais nuancer. Pour deux raisons. D'abord, comme le disait Aurélia tout à l'heure, dans le local, il faut différencier deux types de locaux. Le personnel international qui va avoir un contrat de travail de droit local. Et effectivement, là, comme les avocats l'évoquaient, on va se soumettre à la législation locale et souvent au niveau de rémunération locaux. Néanmoins, sur du personnel international, nous, ce qu'on constate, c'est que souvent, il y a des compensations qui sont faites pour compenser un petit peu le niveau de vie. Et souvent, ces compensations vont se porter sur le volet social, donc assurantiel, au niveau tant de la santé que de la prévoyance ou des aspects patrimoniaux et retraite. Et puis après, effectivement, il y a la mise en place de contrats locaux avec du personnel local, où là, au niveau assurantiel, on va pouvoir avoir des volumes de primes qui vont être moins importants. Néanmoins, et ça c'est un autre aspect que j'évoquais tout à l'heure, on peut perdre en prime ce qu'on gagne en complexité, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que en matière assurantielle, on est dans un domaine qui est un domaine réglementé, que maintenant les pays de plus en plus ont leur propre réglementation assurantielle, peuvent imposer d'être assurés en local, par exemple, par des assureurs locaux, c'est le cas aux Émirats arabes unis par exemple, c'est le cas aux États-Unis en matière de santé, ce qui peut arriver à des niveaux de complexité très forts puisque l'entreprise française ou européenne, par exemple, va avoir des difficultés, ou en tout cas ça va être plus ou moins compliqué, de mettre en place des contrats locaux parce qu'elle devra non seulement respecter la réglementation locale, mais trouver un assureur local, par exemple. Quitte après à avoir ce qu'on appelle un fronteur, c'est-à-dire un assureur local et un réassureur en France ou un double système de réassurance. Donc vous le voyez, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, on est là pour faciliter les choses comme les autres experts, mais on peut parfois retrouver une complexité qui est plus importante et au final beaucoup plus de tracasseries et de difficultés en matière assurantielle. Donc on gagne en complexité ce qu'on a perdu en volume de primes. Donc là aussi, il y a des enjeux pour l'entreprise qui sont importants. Un autre aspect également
et là on peut revenir sur la responsabilité de l'entreprise, c'est que en mettant en place beaucoup de systèmes locaux. Et si on prend une entreprise qui va avoir des implantations à l'international dans différents pays ou des différents continents, on peut arriver à des systèmes qui soient un petit peu discriminants d'un salarié à l'autre. Et ça, c'est un point qu'on voit vraiment revenir très très fortement ces dernières années, c'est-à-dire à force de mettre en place et de multiplier des systèmes très très différents, on va avoir des salariés qui vont pas du tout être traités de la même manière d'un continent à l'autre ou d'un pays à l'autre, et ça peut entraîner des difficultés importantes pour l'entreprise de devoir faire face à ces situations différentes. Des situations compliquées en matière d'éventuelle mise en cause de la responsabilité de l'employeur. Pourquoi moi, si je m'expatrie, je suis mieux traité qu'un salarié ou moins bien traité qu'un salarié qui va avoir un contrat de droit local ou international. Pourquoi, selon ma nationalité, je n'ai pas droit aux mêmes avantages sociaux en matière de contrat santé, d'épargne retraite, de prévoyance, par exemple. Donc tout ça, ce sont des questions qu'on voit venir de plus en plus fortement sur le devant de la scène et qui vont être importantes, auxquelles l'entreprise doit devoir faire face. Ça veut dire que dans la mise en place d'une politique d'expatriation, ce que font maintenant de plus en plus les entreprises, c'est un élément qui va être important de mettre en place, autant que faire se peut, une politique d'expatriation qui soit harmonisée et homogène entre les différentes nationalités et les différents pays. Donc vous le voyez, ça veut dire de prendre en compte toutes les complexités des statuts et donc de se faire accompagner. Et puis un dernier point sur lequel je voulais revenir et qui fait un peu la boucle avec les précédentes interventions, c'est que la mise en place également de ces différentes politiques assurantielles et politiques d'expatriation, c'est aussi un moyen de fidéliser ses salariés. C'est aussi un moyen pour l'entreprise de mettre en avant sa marque employeur et de dire, voilà, nous, on a aussi mis en place une politique d'expatriation ou une politique assurantielle et sociale qui soit harmonisée et cohérente, quel que soit votre pays. Et pour vous, c'est le moyen de remplir sereinement vos activités et de participer sereinement au développement de l'entreprise. Et c'est aussi un moyen pour l'employeur de permettre à ses salariés de rester, quel que soit le pays, dans de bonnes conditions et d'exercer leur activité dans de bonnes conditions. Voilà. Et le mot de la fin, c'est qu'il y a quand même une évolution ces dernières années. Effectivement, on n'est plus dans l'expatriation de staff international à tout prix. On est souvent plus sur des choix un petit peu plus ponctuels et choisis de l'entreprise qui continuent à privilégier le local, mais néanmoins, les couvertures qui peuvent être mises en place en local, nous on le voit, sont de plus en plus souvent des couvertures qui vont un petit peu monter en gamme pour les raisons que j'évoquais, de mettre en place des politiques qui soient de plus en plus harmonisées, quelle que soit la nationalité et quel que soit le pays. Voilà, un petit peu en quelques mots, là aussi un balayage assez général de ce qu'on constate au niveau assurantiel. Merci Gaël. Donc, je ne pense pas que Fabienne ait pu se joindre, à moins que si Fabienne, tu nous entends, c'est nous signe. Donc, Fabienne qui devait donc évoquer tout le côté donc plutôt prévoyance. Donc, quoi qu'il en soit, j'enverrai donc ses coordonnées en remerciement et Fabienne pourra donc répondre à un certain nombre de vos questions. Merci Gaël pour ta présentation. Avec plaisir. C'est vrai que merci. C'est vrai que le côté assurance
et retraite sont toujours des questions à se poser. Si je prends mon exemple qui suis franco-américain, j'ai fait une partie, le tout début de ma carrière aux États-Unis, puis je suis venu en France. Ça fait à peu près 10 ans que je suis en France. Si je devais retourner aux États-Unis, c'est là où je me pose beaucoup de questions, où je me dis, bah oui, sous quel contrat, et ma retraite, et mon assurance, etc., etc. Donc c'est vrai que ce sont tout un tas de questions qui sont très, très importantes à prendre en compte, et notamment pour toutes les entreprises qui sont ici parmi nous. Je vais maintenant laisser la parole à Lionel ou Alban, hein, au choix. Je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite intervenir en premier. Je pense que vous avez donc écouté ce webinaire avec grande attention. Un certain nombre de points sur lesquels je pense qu'il serait intéressant que vous rebondissiez. Notamment, on a parlé de tout ce qui est fiscalité, vos fiches d'impôt. Comment est-ce que vous les remplissez? Ce côté, que je trouvais intéressant, ce côté discrimination, effectivement, que Gaël mentionnait. C'est vrai que Manuela et Mathieu, on en parlait dans nos réunions de préparation. C'est ce côté où on a des expatriés. Aurélia aussi, tu en as parlé un petit peu. Ce côté, donc, on a des salariés qui bénéficient des avantages donc liés à l'expatriation, et qui travaillent avec d'autres salariés qui n'ont pas ces mêmes avantages. Donc, eh bien, Alban ou Lionel, je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite intervenir en premier. La parole est à vous. Okay. Comme tu veux, Lionel. Bah, écoute, je vais commencer, Alban. Vas-y. On a des expériences assez différentes l'un et l'autre, Oui. donc je pense que c'est intéressant de les confronter. Moi, je crois que la dernière fois, quand on avait fait la vidéo un peu générale sur l'expatriation, j'avais conclu en disant si c'était à refaire, je le referais. Je rajouterais oui, je re-signe, mais malgré les difficultés, les embûches de cette histoire-là, à travers laquelle je suis passé. En fait, moi, ça fait 22 ans que je suis parti de France, et au travers de ces 22 ans, bah, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une expatriation aux États-Unis qui a duré, qui devait être de 3 ans. Une mission très courte, très définie, avec un retour très programmé qui ne s'est pas passé. Comme ça arrive de temps en temps dans des grands groupes. Moi, dans mon cas, je partais d'une filiale, on va dire d'une petite filiale française d'un groupe américain, et je partais en expatriation au siège de la société. Donc c'était quelque part assez structuré par rapport à tout ce que j'entends là. C'était si j'avais su tout ce qu'on disait aujourd'hui, ben évidemment j'aurais bénéficié de tout ça et je me serais intéressé, j'aurais hiérarchisé la somme de challenges à laquelle j'allais faire face d'une manière différente. Mais c'était assez structuré. Je crois que ça, c'est une des différences par rapport à Alban. Ensuite, je suis passé d'une expatriation qui finalement a duré 2 ans de plus, donc 5 ans aux États-Unis, sous un contrat d'expatriation. Je pense qu'on peut appeler ça un contrat de détachement international, d'après ce que j'ai entendu un petit peu. Et ensuite, je suis parti au siège européen à Londres, parce que finalement, le plan de départ ne s'est pas réalisé. Le sponsor que j'avais a quitté la société, etc. Donc, j'ai entendu des choses intéressantes là tout à l'heure qui étaient rester en contact, faire le point. Je crois que c'est Aurélia qui en a parlé, avec peut-être son sponsor ou son manager de retour. Moi, ça s'est passé dans les premiers mois, et puis après, le sponsor a disparu, puis il n'était plus dans la structure. Et voilà. Donc, j'avais un petit peu le feeling, je crois que j'en avais parlé l'autre jour, d'être un cosmonaute de l'Union, de l'URSS, qui est parti, et quand il est revenu sur Terre, les choses avaient changé. L'URSS n'existait plus. Mais, en fait, là, la boîte dans laquelle j'étais existait toujours, le job n'existait plus. Je suis parti au siège européen dans un autre contrat d'expatriation, toujours sur un système assez similaire, mais avec des détails assez différents, puisque là, quand on parle d'assurance et de type de contrat, le contrat était différent. Et ensuite, après ça, je suis parti sur des courtes missions vers le Moyen-Orient, qui n'étaient plus des contrats de détachement, mais qui étaient des contrats de mission. Sur de la courte durée aux Émirats, à Oman, en Arabie Saoudite, au Koweït, etc., etc. Mais je suis resté sur un contrat d'expat à ce moment-là, qui était un détachement de la France vers la Grande-Bretagne, avec des détachements supplémentaires et secondaires vers d'autres pays. C'est un petit peu compliqué. Et puis à un moment donné, je suis passé sur un contrat local. Donc voilà, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est intéressant, parce que moi, si je fais l'analyse de tout ça, c'est assez complexe finalement quand on parle de la retraite. J'ai cotisé à 3 caisses de retraite.
Pendant très longtemps, j'ai cotisé en France en étant résident et travaillant en France, mais ensuite à la Caisse des Français de l'étranger, je crois, ça s'appelle, etc., etc. Ce que j'ai trouvé qui était compliqué et ce que j'entends aujourd'hui qui devrait aider des entreprises à peut-être avoir un plan d'expatriation, c'est que quand le ressenti quand on est expat, c'est que moi, dans mon cas, les choses étaient très structurées, mais en même temps très déstructurées. Par exemple, quand j'étais aux États-Unis, il y avait ce système de tax equalization dont Mathieu a parlé, qui est très clair, mais il y avait une formule de rémunération qui était séparée en deux, qui était le spendable, qui était dans le pays d'accueil, et le non-spendable, qui était une partie de mon salaire qui était virée dans mon pays d'origine, en France. Le spendable a été affecté d'un coefficient qui représentait la différence du coût de la vie entre la France, donc Paris, et une petite ville de Pennsylvanie, au milieu de nulle part, à 2 heures de New York City. Et en fait, curieusement, mon spendable changeait tous les mois, en fonction de l'évolution de l'inflation dans mon pays d'origine par rapport à l'évolution de l'inflation dans mon pays d'accueil. Alors ça, c'était assez insupportable parce qu'on ne savait pas quel était le pouvoir d'achat d'un mois à l'autre. Et donc, il a fallu travailler avec les gens des ressources humaines de mon pays d'origine et de mon pays d'accueil pour essayer de gérer ce problème. Donc, c'était un des problèmes. Je crois que ce qui a aussi été dit qui est important, c'est tout l'ensemble, tout l'environnement d'un expatrié, et notamment sa famille. Et moi, ce que j'avais hiérarchisé assez loin dans la problématique de mon départ, parce que j'étais surexcité à l'idée de partir aux États-Unis et d'avoir un job qui était vachement intéressant, c'est que j'ai oublié que la famille, ça a un impact positif ou négatif, mais majeur sur la famille. J'avais 2 petits-enfants qui avaient 3 et 5 ans. Il n'y avait pas d'école française. Aucun des deux ne parlait un seul mot d'anglais. On est parti comme ça. Mon épouse parlait voilà, un peu anglais, moi un peu plus. Et donc, il a fallu gérer tout ça. Il a fallu mettre en place un plan pour garder ces enfants-là dans la langue française, sachant que ensuite, le retour ne s'est pas fait vers la France. Donc, ça a aussi eu un degré de complexité, on va dire, autour de ça. Et puis après, il y avait tous ces coûts qui ont été associés, qu'il a fallu gérer. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un grand groupe, donc on a toujours trouvé une solution avec les gens des ressources humaines. Ce que je crois que j'ai contribué, moi, dans toutes ces années-là, au groupe dans lequel je travaillais, c'était de travailler avec les autres expats. Parce que comme je crois qu'on l'a bien dit ici, suivant le pays d'origine et suivant le pays d'arrivée, la formule n'est pas la même. C'est un peu une formule de cuisine. Il faut que ça soit équilibré. Il y a tout un tas d'aspects dont on a parlé. Et en fait, quand je comparais avec les autres expats que je rencontrais dans les pays où j'étais, aucun d'entre nous, même si on comparait nos contrats, aucun n'avait le même contrat. Après, c'était une question d'équilibre, etc. Donc voilà, c'est peut-être juste ce ressenti ou cette expérience que ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'il y a possibilité de faire une approche très structurée et très bien organisée de l'expatriation, sans même peut-être avoir un grand plan international d'expatriation, mais au moins de s'occuper d'un expat dans son entièreté, c'est-à-dire dans tout ce qu'il est au-delà de la personne, au-delà de son job, avec sa famille, avec peut-être le plan de retour ou pas, avec l'incertitude peut-être du plan de retour quant à son calendrier, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Donc voilà, c'est un petit témoignage comme ça, sans rentrer trop dans les détails. Je pense que moi, j'ai pris des notes d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, un jour, il va falloir que je me pose la question comment je vais consolider toutes ces retraites auxquelles j'ai contribué. Ça va être intéressant. Je pense que j'appellerai certaines et certains d'entre vous. Voilà. Donc aujourd'hui, en plus, moi, j'ai quitté ce groupe-là et j'ai monté ma boîte de conseil au Moyen-Orient. Et donc voilà, donc c'est encore un nouvel univers là, puisque je ne m'accroche, c'est plus proche probablement de l'expérience dont Alban va nous parler, qui est une expérience très entrepreneuriale. Donc voilà, avec un autre package de problèmes à gérer. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus, mais je vais passer la parole à mon co-expatriate Alban, qui lui va témoigner de son expérience. Merci Lionel. Donc oui, d'abord l'expérience, puis après quelques commentaires sur ce qui a été dit. Donc moi, totalement contraire à Lionel, à savoir que à la base j'étais dans la fonction publique en France, opportunité de venir à Dubaï pour une start-up, et donc je n'ai fait absolument aucune réflexion puisque c'est simple, tout fermé, vendu l'appartement, mis la famille dans l'avion, débarqué à Dubaï, rien prévu, rien anticipé, donc vraiment totalement à l'ancienne.
Donc, c'était totalement désorganisé. Donc, l'opposé de ce que je fais maintenant aujourd'hui. Si j'avais eu tous ces conseils à l'époque, du coup, moi, je pense que je ne serais pas venu. Donc, je suis ravi d'avoir attendu quand même quelques années pour les avoir. Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, j'ai vécu plusieurs choses. Évidemment, ça n'a pas du tout marché, cette start-up, donc je me suis retrouvé sans rien ici. Et autrement, l'histoire n'aurait pas été totalement catastrophique. Ensuite, j'ai travaillé pour un groupe français qui faisait du contrat local, mais avec une culture de contrat expatrié. Je vous dirai pourquoi après. Ensuite, pour un groupe anglais, donc totalement pragmatique, avec rien d'expatriation, que du contrat local. Et aujourd'hui, je dirige une société de portage salarial, et ça j'en parlerai aussi après, où du coup je suis en position d'apporter conseil aux clients, aux employés, et voir de manière à ce que ça aille pour tout le monde, pour que l'expatriation se passe le mieux possible. Le deuxième point, je pense que tout a été dit sur les aspects droit du travail, fiscalité, assurance, mais pour répondre à ta question Nicolas, moi j'aimerais arriver sur l'aspect psychologique. Notamment pour l'employé. Il y a deux éléments. D'abord, au sein d'une entreprise, il y a forcément un regard qui est très clair, voire une jalousie entre celui qui est en contrat local et celui qui est en contrat d'expatrié. La personne étant en contrat local, pensant toujours que la personne qui est en contrat d'expatrié a plus d'avantages que lui. C'est vrai sur certains points, notamment la partie française, avantage, retour, mais l'aspect plus positif pour la personne qui est en contrat local, et c'est ce que Manuela a souligné tout à l'heure, c'est qu'au moins elle est confrontée avec la réalité locale, on en connaît les éléments d'administration, ou c'est Aurélia qui l'avait dit, voilà, l'administration, la réalité du pays et comment on doit se dépatouiller pour négocier son contrat. Le deuxième point, c'est que ce qui a été expliqué, c'est que le contrat d'expatrié, on part du contrat français et on rajoute des éléments pour essayer de s'adapter à la réalité locale. Le contrat local, lui, il est basé sur la réalité, donc il peut y avoir certains avantages comme les allowances, etc., etc. Sauf que le contrat d'expatrié essaye de s'aligner au contrat local, mais il y a toujours une grande différence d'adaptation et qui peut parfois être en années. Si je prends le cas des Émirats en particulier, et si on revient à la crise de 2008, au départ ici, quand on était en contrat local, et je parle ça il y a des années, évidemment, il y avait des gros avantages qu'il y avait du cash dans le pays. Donc, vous aviez votre salaire, vous aviez une allocation logement parce que les logements sont chers et les boîtes vous payaient votre allocation logement à l'avance à l'année à hauteur de 150 000 dirhams. Donc, on divise par 4, donc on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous les aviez upfront. Vos frais de scolarité, vous aviez des enfants à l'école payés par trimestre, on vous donnait l'argent de manière trimestrielle, on vous l'avançait, il n'y avait aucun problème avec ça. Du coup, ceux qui sont arrivés en contrat d'expatrié, progressivement, les contrats d'expat se sont adaptés à ce niveau. Et ceux qui ont des contrats d'expat aujourd'hui à Dubaï bénéficient encore de ces avantages. Sauf qu'en contrat local, c'est terminé tout ça. Toutes les boîtes anglaises ont commencé et les boîtes françaises le font. Maintenant, il n'y a plus de front payment et tout est lissé sur votre salaire mensuel. Vos boîtes, elles vous avancent plus 10 000, 30 000, 40 000 euros pour payer l'école de vos enfants. Donc, du coup, la personne qui est en contrat local, elle est psychologiquement adaptée et prête à s'organiser par rapport à ça. Parce que votre budget, vous devez le construire. Moi, j'ai 2 enfants, ils sont en école française et encore, j'ai du bol, ce n'est pas les écoles les plus chères, mais c'est quand même l'équivalent de à peu près 12 000 revenus en euros, c'est du 12 000 euros par gamin par année. Il n'y a pas de front payment. Alors, les logements, maintenant, vous n'êtes plus obligé de payer un an en avance. Il y a cette chance qu'on arrive à le lisser. Donc, vous devez vous organiser en termes de budget. Donc, ça, c'est bien quand on est en contrat local parce qu'on a connaissance de ce genre de choses. Mais le vrai problème psychologique, il est pour ceux qui sont en contrat d'expat ici, qui trouvent un autre job et qui l'acceptent, qui démissionnent de leur boulot et qui se rendent compte qu'ils vont commencer leur négociation avec un nouvel employeur en contrat local. Et là, parfois, c'est la catastrophe. Et moi, j'ai certains de mes clients qui viennent vers moi en me disant « je ne comprends pas, il me demande de lui payer une retraite, il me demande de lui prendre ci, il me demande de lui payer la crèche du gamin. » Et ça n'existe pas. Les crèches étant plus chères que les écoles, aucun employeur en contrat local vous paiera la crèche d'un enfant. Et donc, du coup, il y a un choc psychologique pour des employés qui sont en contrat d'expat et qui basculent en contrat local qui peut être assez violent. Donc, je pense que dans la préparation à l'expatriation, que le choix soit expat, que le choix soit local, peu importe, à la limite, ce n'est pas à moi de le décider et les entreprises font bien comme elles veulent. Mais il doit y avoir une part de préparation de l'employé qui doit être assez importante. Voilà, il ne faut pas caler les 2 contrats ensemble
Il faut bien faire prendre conscience aux employés des avantages et des inconvénients parce que la chute peut parfois être un petit peu difficile. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point que je voulais évoquer, donc jusque-là, le sujet a été contrat d'expat et contrat local, mais c'est nécessairement basé sur le fait que les entreprises ont une filiale ou ouvrent une filiale dans un pays. Et donc là, ça va être ma petite partie promo locale, puisque je dirige une société de portage salarial. Il reste quand même une troisième solution qui exclut le contrat d'expatriation, mais qui est le lien entre le contrat local et le contrat international. Quand une société veut tenter l'aventure à l'étranger et donc prépare l'expatriation de ses employés, elle n'est pas obligée de créer une filiale. Il y a la solution Asset Light pour faire des économies d'échelle et de choisir la solution du portage salarial international. Ce que donc je fais moi, c'est-à-dire que les employés ont un employeur principal qui est mon client dans le pays d'origine et aux yeux de l'administration, je suis l'employeur administratif. Donc c'est un contrat local, donc je paye les salaires, etc., etc. Et là, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure par le cabinet Fidal et Mathieu, c'est le gros avantage du split payroll. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple d'un employé qui va travailler aux Émirats Arabes Unis. La question ne se pose pas, il n'y a pas de charge ici hors la VAT à 5%. Donc forcément, ce sera un contrat 100% local. Ce sera la même chose en KSA, au Qatar ou à Oman. Par contre, et c'est le cas puisqu'on a des branches au Liban et dans plusieurs pays d'Afrique et qui ont des conventions fiscales bilatérales avec la France, donc qui sont des branches de structures françaises, on a cette possibilité de proposer aux clients et aux employés de faire un choix sur la manière dont va être construit leur contrat de travail. Il y a un contrat de travail local, puisque si la personne en devient résident, un contrat de travail, il est tout à fait normal et logique de payer des charges à l'État. Donc, on fait un contrat local qui est un contrat plutôt technique qui se baserait un peu sur le niveau du poste par rapport à l'âge de l'employé et le niveau de vie. Mais il y a le split payroll avec la possibilité de faire un contrat de travail international qui est généralement fait depuis une structure, donc depuis Dubaï, où on paye le reste du revenu de l'employé dans son pays d'origine ou pays dans lequel il a un compte bancaire. Alors, tout ça, c'est by the book, c'est très carré. Il y a une véritable possibilité d'optimisation fiscale, mais le split payroll, c'est quelque chose qui est très organisé et ça n'empêche en rien les obligations déclaratives de l'employé en fonction de sa résidence. Ça peut s'appliquer parfois aussi pour l'article 81A, mais dans les conditions qui ont été invoquées par le cabinet Fidal. Et donc, il y a aussi cette possibilité. Donc, contrat d'expat, contrat local, mais il y a aussi d'autres solutions qui existent pour les entreprises et notamment dans leur première phase d'approche à l'expatriation, qui n'est pas nécessairement que pour l'employé, mais qui peut être aussi pour l'entreprise quand elle veut pénétrer et tester un marché. Et finalement, je rejoins Gaël sur beaucoup de questions parce que j'ai eu l'occasion du coup depuis de discuter avec Gaël de ces questions d'assurance santé et qui sont un véritable défi psychologique à la fois pour les employeurs et pour les employés. L'employeur voyant juste la douille qui monte fatalement et l'employé qui vient de France et qui n'a connu que la sécurité sociale, qui ne comprend pas toujours ce qui va lui arriver. Donc voilà, il y a un véritable travail en amont à faire d'un point de vue assurance, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue droit social. Et c'est bien d'être préparé. Alors Lionel était dans une structure qu'il a un peu préparée. Moi, je ne l'étais pas du tout. Mais clairement, les entreprises, soit elles ont la ressource interne pour le faire, mais elles ne doivent pas hésiter à se retourner vers des cabinets spécialisés pour anticiper toutes ces questions. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Alban. Effectivement, on en avait parlé lorsque on s'était eu par téléphone, parce qu'on ne s'est pas encore rencontré, Alban et moi. Un membre. Je devais venir la semaine prochaine, mais bon, finalement, tu vois, les contraintes françaises sont un petit peu plus. Ben moi, je devais être à Accra cette semaine, au Ghana également, pour notre assemblée générale. Malheureusement, ça qui n'a pas lieu. Mais tout ça, en fait, pour dire que lorsqu'on s'est eu au téléphone, on en avait déjà échangé. Et c'est vrai que dans le monde d'après, lorsqu'on pourra enfin voyager, lorsqu'on pourra enfin se serrer la main ou se claquer la bise, on pourra effectivement organiser un temps d'échange au WTC sur cet aspect split payroll.
qui serait intéressant justement à étudier et peut-être avoir plus de détails. Également, j'invite les participants à vous rapprocher des intervenants. Alban, tu disais que tu t'es rapproché de Gaël. Lionel, Alban, je vous mets en relation régulièrement. Aurélia, tu as pu échanger avec un certain nombre de membres. Même chose pour le cabinet Fidal. N'hésitez pas à rentrer en contact, que ce soit par les réseaux sociaux ou bien via ma mise en relation. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je n'ai pas vu de questions dans la section messages. N'hésitez pas autrement à lever la main si vous avez des questions ou bien prendre la parole directement. Moi, de mon côté, je vous remercie donc toutes et tous pour votre participation aujourd'hui. Je pense qu'on a pu répondre à un certain nombre d'interrogations. Je vois plusieurs personnes en train d'écrire, donc je vais attendre juste quelques secondes, voir si nous avons des questions. Lionel, est-ce que tu souhaites rebondir sur d'autres aspects de ton côté? Ah, non. Voilà. Ah, bon, je t'ai muted. Non, je trouve que c'est très complet. Et effectivement, le message sur lequel a insisté aussi Alban, c'est on a la chance aujourd'hui d'avoir peut-être une approche plus structurée des différents modèles. Donc, il faut qu'effectivement les gens qui soient à l'écoute de ce webinaire n'hésitent pas à interroger tous ces experts. Bon, si toutefois ils veulent échanger sur mon expérience, je ne suis pas rentré dans les détails, mais elle commence à dater aussi un peu mon expérience. Donc voilà. Mais je pense que là, on a des experts qui sont vraiment intéressants, qu'ils soient situés aux Émirats, aux États-Unis ou à Rennes, peu importe. Il y a la compétence et moi, je recommande vraiment chaudement aux gens, notamment dans les ressources humaines, qui sont face à cette opportunité d'envoyer un employé en expatriation, de vraiment explorer tous ces modèles-là, parce que ce sera la clé du succès pour le long terme, et notamment aussi pour retenir ces talents dans l'entreprise, parce qu'il faut savoir que des fois, une expérience d'expatriation, malheureusement, peut arriver à une rupture et une séparation entre l'employé et l'entreprise. Ça arrive aussi, donc je pense qu'une des manières d'éviter ça, c'est de bien le préparer, et de bien le préparer ensemble avec les expats. Voilà. Merci Lionel. On a Stanislas qui a une petite question, peut-être plutôt pour Gaël. Est-ce qu'il y a une limite de 2 ans de détachement pour la retraite via la CFE? Alors, sur la retraite, c'est moins mon point de Oui. focal. Néanmoins, en général, le détachement, c'est 3 ans au sens sécurité sociale et ça peut être renouvelé une fois. J'avoue que sur ce qui concerne l'aspect CFE retraite pure, il faudrait que je vérifie. Là, je ne veux pas m'avancer sur un point que je ne maîtrise pas. Pas de souci. Mais je pourrais vérifier, Stanislas, si vous voulez me recontacter en privé, j'aurais vérifié avant. Ouais, ben, Stanislas, je t'enverrai donc les coordonnées de Gaël dans des remerciements. En tout cas, merci encore. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Notre prochain atelier au WTC a lieu mardi prochain, mardi 13. Nous aurons l'occasion de parler d'Allemagne, donc le premier partenaire commercial de la Bretagne, de la France et de la Bretagne d'ailleurs. Et donc, nous parlerons d'opportunités sur le marché allemand. Et puis, le 15 avril, nous aurons un atelier sur l'Afrique. Ça pourrait t'intéresser peut-être, Alban, notamment sur les transactions et les paiements en Afrique de l'Ouest. Et puis, donc, n'hésitez pas à me contacter ou bien à consulter le site du WTC pour avoir plus d'informations sur nos prochains ateliers. Merci encore. Je vous souhaite donc une bonne et excellente journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci, Bonne merci, au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.